Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue dans Impact, le podcast produit par le laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble, qui dans cette deuxième saison s'attache à mettre en lumière les travaux de chercheuses et de chercheurs en lien avec la crise de la Covid. Dans ce dernier épisode, je reçois Marion Tillous, maîtresse de conférences en géographie et études de genre, habituellement à l'Université Paris 8 au sein du laboratoire d'études de genre et de sexualité. Elle est actuellement en délégation CNRS au sein de l'UMR Pacte, équipe justice sociale. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous avez travaillé avec Eva San-Martin, Pauline Delage, Julie Bulto et John Esteban Rodriguez sur une étude concernant les violences conjugales lors du confinement, étude qui a d'ailleurs été sélectionnée par l'ANR pour recevoir un financement de la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir les violences conjugales et en quoi est-ce qu'on les distingue justement du conflit ? Oui, bien sûr. Effectivement, c'est des questions qu'on se pose parce qu'on peut voir des couples se déchirer, avoir des conflits très importants, en particulier au moment du divorce. Mais ce qui distingue les violences du conflit, c'est que les violences reposent sur une hiérarchie. Qu'on a dans les violences un rapport de domination entre deux individus, donc d'un individu sur l'autre. On ne peut pas dire que tous les couples soient égalitaires, même hors des violences conjugales, mais dans les autres couples, on a des rapports de domination qui sont structurels. Les rapports de domination de genre, par exemple, dans les couples hétérosexuels. Dans les couples traversés par la violence, c'est des rapports de domination qui sont interindividuels et qui reposent sur le fait qu'un des partenaires va prendre le contrôle sur l'autre et il va exercer ce qu'on appelle un contrôle coercitif. Donc c'est un contrôle qui prend petit à petit la place, la main sur tous les aspects de la vie de la personne. On en parlera tout à l'heure aussi sur les aspects de ses pratiques spatiales et de sa vie, de ses mobilités en général. Et c'est un contrôle qui s'étend à tel point que la rupture devient petit à petit impossible. C'est inenvisageable dans un couple traversé par la violence, en particulier par le conjoint violent. Un des éléments sur lesquels repose ce contrôle coercitif, c'est la dimension de genre. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans les couples traversés par la violence, dans la très très grande majorité des cas, c'est un homme qui exerce de la violence sur une femme parce qu'il va exploiter la différence de genre pour assigner la femme à son rôle au sein du couple et lui imposer un rôle, par exemple de faire la cuisine, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage, etc. Et en lui imposant ça, il la renvoie à un rôle de femme sur laquelle il fait peser un très grand nombre d'injonctions qui sont souvent contradictoires. Alors votre étude, elle s'est portée sur 2 départements, l'Isère et la Haute-Garonne. Pourquoi ce choix ? Alors on a choisi ces 2 départements parce qu'ils sont à la fois des départements avec des paysages, avec des types de territoires qui sont très différents, mais les 2 départements sont comparables. Donc dans les 2 départements, on a des villes centrales qui sont d'échelle nationale, Grenoble et Toulouse. On a des territoires périurbains, on a des territoires ruraux, et ces territoires ruraux sont à la fois des territoires qui sont de la campagne classique, je dirais, de la montagne ou bien du piémont, c'est-à-dire entre la montagne et la plaine. C'est aussi 2 départements qui sont intéressants à comparer parce que c'est 2 départements qui sont très dynamiques sur le plan de la prise en charge des violences conjugales, même si on a des histoires assez différentes entre les 2 départements, avec une prise en charge des violences conjugales qui s'appuie sur un grand nombre d'associations reliées à la Fédération nationale de solidarité femmes en Haute-Garonne. En Isère, elles sont moins nombreuses, c'est peut-être aussi d'autres associations qui interviennent aussi dans cette prise en charge, et on a une mise en réseau qui est plus récente en Isère qu'en Haute-Garonne. Quels ont été vos différents axes de recherche et finalement les sujets qui ont participé à votre étude ? Donc notre projet de recherche tel qu'il a été sélectionné par l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, reposait sur 3 axes. On avait d'abord une analyse des effets du confinement et des mesures prises en réponse à la crise sanitaire sur les pratiques spatiales des femmes victimes de violences conjugales, qui a été une enquête par entretien semi-directif. On a rencontré 25 personnes en Haute-Garonne et en Isère, et le contact a été établi par le biais des associations et des institutions qui les accompagnent pour faire face à ces violences.
Dans un deuxième axe, on a analysé les politiques publiques qui ont été spécifiquement élaborées pour faire face aux violences conjugales et on a étudié la réponse des acteurs publics et associatifs aux contraintes liées au confinement et à la crise. Pour ça, on a mené de nouveau des entretiens semi-directifs. Cette fois, on en a mené 56. Et le contact a été établi par le biais des associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes pour la Haute-Garonne, ou bien de la déléguée aux droits des femmes et de la référente violence conjugale pour l'Isère. On a ensuite mené un troisième axe de recherche qui était là d'ordre quantitatif. On a mesuré l'impact de la crise sanitaire sur les mobilités, qu'on a différencié selon le genre. Pour les personnes qui subissent des violences ou non, ça a été une étude en population générale et on a étudié en particulier l'impact de la surveillance spatiale par le partenaire intime comme un facteur explicatif de la différence qu'on observait entre hommes et femmes. Pour ça, on a mené une enquête par questionnaire, cette fois dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. On a interrogé 3000 personnes et on a constitué l'échantillon et fait passer le questionnaire avec l'aide du bureau d'études d'INATA. Donc différents potentiels d'études et différentes manières de faire ces études par entonnoir en fait sur une très grande région et des entretiens semi-directifs sur ces 2 départements, si je comprends bien. Exactement. Pour avoir un nombre de personnes représentatifs suffisant, on a dû étendre. Le bureau d'études n'avait pas suffisamment de contacts simplement dans les 2 départements, puisqu'ils ne sont pas habitués à ce type d'études. Ils sont plutôt habitués à des études en consommation qui demandent peut-être un moins grand nombre de personnes spécifiques. Qu'est-ce qu'a montré votre étude sur les violences faites aux femmes ? Alors notre étude nous a déjà permis de confirmer ce qu'on avait pu observer précédemment et en particulier ce qu'a démontré Eva Sainte-Martin dans son travail de thèse qu'elle a soutenu en 2019, que les violences conjugales sont une sorte de confinement sans fin, c'est-à-dire qu'on a un contrôle qui s'exerce de la part du conjoint, qui est un contrôle spatial et qui prend petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, toutes les dimensions qui va avoir des impacts sur toutes les dimensions de l'espace de vie de la personne. Alors ce contrôle spatial, il fonctionne soit directement, par exemple avec une interdiction de fréquenter certains endroits, d'utiliser certains modes, de se déplacer, par exemple de prendre plus qu'1 heure pour faire des courses, ou ce genre de choses, où là on a un contrôle direct qui peut donner lieu à vérification, par exemple par les méthodes de géolocalisation. Mais on se rend compte aussi petit à petit que le contrôle coercitif par toutes ces dimensions a des impacts spatiaux qu'on pourrait nommer indirects. Par exemple, le fait qu'un conjoint violent va chercher à isoler socialement sa conjointe, à la couper petit à petit de ses liens avec sa famille ou avec ses proches, ça fait qu'elle va moins se déplacer. Quand il va contrôler petit à petit son programme d'activité, vérifier qu'elle fait bien toutes les tâches ménagères avant de sortir par exemple, c'est aussi un moyen de limiter ses pratiques spatiales. Et puis de manière générale, tout ce qui est dénigrement, insultes, etc. font perdre confiance petit à petit à la personne, elles lui font perdre confiance en elle-même, en ses compétences, et donc petit à petit elle va ne plus se sentir suffisamment forte, suffisamment à l'aise pour par exemple prendre les transports collectifs toute seule, pour prendre la voiture parce qu'elle va douter de ses compétences de conductrice, etc. Donc le confinement a déjà confirmé qu'effectivement on avait ce contrôle spatial. Il a confirmé aussi que ça crée une sorte de déprise spatiale puisque leur périmètre de déplacement va se réduire petit à petit. Pendant le confinement à proprement parler, on a pu constater que l'État se faisait le relais de la stratégie de l'agresseur. En réduisant les déplacements hors de la sphère privée, en imposant de décliner les motifs de son déplacement, les directives d'État sont entrées en résonance avec les logiques des agresseurs. Donc ça a renforcé le contrôle spatial des auteurs de violences sur leurs victimes. Et celles-ci se sont trouvées sans coulisses, c'est-à-dire sans possibilité d'échapper au regard de leur agresseur qui se trouvait en permanence avec elles au domicile. Donc l'emprise spatiale à l'intérieur du logement des agresseurs s'est elle aussi étendue. L'arrêt du travail, la fermeture des lieux publics, des écoles a privé les victimes d'un regard extérieur. Elles avaient moins de personnes qui pouvaient être les témoins
des violences subies, constaté qu'elles recevaient des coups, par exemple. Mais il y avait aussi moins de personnes qui, dans l'interaction, leur reconnaissaient leur statut de sujet autonome. Parce que c'est bien le propre des violences conjugales et de la violence de manière générale, c'est de nier à l'autre personne son statut de sujet et de la réduire à un objet ou plus précisément à un corps. La fermeture des écoles et le fait que le couple ou la famille soit en permanence à la maison ont aussi occasionné une hausse du travail domestique que les femmes ont dû assumer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence conjugale se fonde sur le travail domestique et sur la capacité de la femme donc, qui subit des violences à le faire ou non, avec des injonctions contradictoires. Donc elle n'est jamais en mesure de répondre aux attentes de son agresseur. Néanmoins, là, avec une hausse phénoménale qu'on a pu observer dans tous les couples ou les familles pour les femmes de ce travail domestique, ça a encore renforcé l'emprise des agresseurs sur leurs victimes. Évidemment. Et puis enfin, certaines méthodes de persécution spatiale, qui passent par le fait d'empêcher la victime de rentrer à son domicile, ont eu des conséquences démultipliées et donc ont fortement augmenté pendant le confinement. Merci beaucoup Marion Tillius. La question fil rouge à laquelle répondent tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui passent par ce micro, c'est finalement comment est-ce que cette pandémie, comment le confinement, est-ce qu'il a bouleversé ou pas d'ailleurs votre manière de faire de la recherche ? Donc le confinement a bousculé ma manière de la recherche dans la mesure où le terrain a dû se faire pendant les 2e et 3e confinements et donc on a dû mener des entretiens à distance, même si on a eu une autorisation de déplacement. C'est vrai qu'on a dû apprendre à faire des entretiens à distance, ce qui avait certains avantages malgré tout. C'était de permettre à la personne de rester dans son environnement habituel et de pouvoir se déconnecter quand ça n'allait pas. Après, le désavantage, c'est que du coup, on n'était pas avec la personne si elle rencontrait des émotions fortes, ce qui est souvent le cas dans ce type d'entretien. Donc l'accompagnement était moins facile. Merci beaucoup Marion Tillius d'avoir été avec nous pour cet épisode qui est quand même pas facile, c'est pas un sujet facile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver les publications qui ont été faites en lien avec cette étude ? Oui, bien sûr, vous pouvez trouver toutes les publications qui ont été faites et qui seront à venir sur le blog anrcovico, covico.hypothèse au pluriel.org. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs et auditrices que s'ils veulent réagir à cet épisode, ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux grâce au hashtag ImpactPodcast. Et pour ma part, il est temps de vous dire au revoir parce que la saison 2 de Impact, elle se termine aujourd'hui avec cet épisode. Impact saison 2, je vous le rappelle, c'était donc aller à la rencontre des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur les conséquences de la crise de la Covid et qui sont des chercheurs affiliés au laboratoire Pacte. Alors, il y a de fortes chances qu'on se retrouve pour une saison 3, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous voulez, au-delà du podcast, vous tenir au courant des travaux des chercheurs et des chercheuses de Pacte, je vous invite à aller sur Twitter, sur YouTube ou encore sur LinkedIn parce qu'il y a des actualités très très fraîches qui sortent régulièrement et surtout il y a un site internet pacte-grenoble.fr sur lequel vous pouvez retrouver toute l'actualité de la recherche à Pacte. Vous l'avez compris, Impact, c'est une production du laboratoire Pacte qui n'aurait jamais pu voir le jour sans Arthur Larfant, chargé de la communication et du rayonnement scientifique du laboratoire. Les interviews sont préparées par Émilie Vadel et pour cette saison 2, j'ai pris le son, mais surtout j'ai été aidée pour le mixage par deux personnes formidables en la qualité de Louis Oscovin et de Marc Marquez Lucio qui se sont partagés les différents mixages des épisodes de cette deuxième partie de saison parce que j'avais besoin d'un peu d'aide. Et puis on remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont laissé des petits messages. Si vous voulez le faire, c'est encore possible sur Apple Podcast en nous laissant vos petits commentaires et puis 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très vite.